Voici le barrage du site C. Une fois sa construction achevée en 2025, il deviendra le 4e producteur d'énergie hydroélectrique de la Colombie-Britannique. Sa capacité atteindra 1100 MW. Le projet remonte aux années 1970 et si tout se déroule comme prévu, il s'agira du 3e barrage sur la rivière de la Paix et du barrage le plus coûteux de l'histoire du Canada. Pas étonnant puisqu'il aura coûté 15,3 milliards d'euros. Le barrage devrait également devenir le projet d'infrastructure financé par les pouvoirs publics le plus coûteux de l'histoire de la Colombie-Britannique. Le site C fonctionnera comme n'importe quelle autre centrale hydroélectrique. Il transformera l'énergie de l'eau en énergie cinétique à l'aide d'une turbine, ce qui à son tour produira de l'électricité. Pourtant, son fonctionnement n'est pas la partie la plus fascinante du barrage du site C. Le site C devrait produire de quoi alimenter 450 000 foyers, augmentant ainsi la capacité du réseau de la Colombie-Britannique d'environ 8%. Ça semble prometteur, mais malgré les attentes élevées, le barrage a causé... Oh, j'allais oublier de me faire du café, laissez-moi une seconde. Et voici un rappel discret de faire une certaine chose. Le site C se trouve à 14 km au sud-ouest de Fort St. John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Oui, c'est au Canada, si vous n'aviez toujours pas compris. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la première centrale hydroélectrique sur la rivière de la Paix. La première était le barrage WAC Bennett, mis en service en 1968. Avec ses 186 mètres de hauteur, il est l'un des plus hauts du monde et il possède le 3e plus grand lac artificiel d'Amérique du Nord. Lors de sa construction, cette centrale était la plus grande de la planète et aujourd'hui encore, elle couvre parfois plus d'un tiers des besoins en électricité de la Colombie-Britannique. Le 2e barrage, Peace Canyon, est situé à 23 km de celui de Bennett. Il a été construit plus tard, en 1980, mais Peace Canyon possède son propre réservoir, lui aussi appelé Dinosaur Lake. Comme toutes ces centrales sont situées sur la même rivière, elles utilisent la même eau pour fonctionner. Bientôt, le site C s'ajoutera au projet précédent, ce qui ne fera qu'accroître l'efficacité de la production d'électricité. En fait, pour tout dire, ces barrages font partie d'un même projet et depuis le début, il était question de construire ce 3e barrage, le site C, à 83 km en aval du barrage de Peace Canyon. Cependant, après des consultations qui se sont déroulées entre 1981 et 1983, la Commission de régulation de la Colombie-Britannique a refusé de valider le projet. La Commission a critiqué les méthodes de prévision de BC Hydro, estimant qu'elles ne tenaient pas compte des prix de l'énergie et qu'elles ne s'appuyaient pas sur des modèles statistiquement significatifs. Le projet a été reporté sine die. Un 4e projet de barrage sur la rivière de la Paix en Colombie-Britannique, le site E, près de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, a également été annulé en 1982. Il a fallu attendre 30 ans pour que le projet soit remis sur le tapis. En 2010, le gouvernement provincial a annoncé la nouvelle. En 2014, une décision finale d'investissement a été prise. Le gouvernement a approuvé la construction d'une centrale hydroélectrique pour un coût de 7,991 milliards d'euros. 10 ans plus tard, en août 2024, BC Hydro a commencé à remplir le lac. La société affirme que le barrage sera opérationnel à l'automne 2025. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le lac. Il a une superficie de 5 550 hectares et sa surface totale est de 9 330 hectares. La profondeur maximale du lac varie. Elle est de 52 mètres près du barrage, de 36 mètres près de la rivière Halfway et de 18 mètres près de la ville de Hudson's Hope. Le niveau d'eau est facile à visualiser en regardant cette image. Oui, ils ont également prévu d'inonder les arbres immédiatement. Le remplissage a commencé le 25 août 2024. Le niveau de la rivière de la Paix est monté à des vitesses variables, parfois 30 cm dans la journée, parfois 3 mètres. Selon le plan, l'eau devait recouvrir 128 km le long de la rivière de la Paix et de ses affluents, créant ainsi un lac de 9 330 hectares. C'est presque 5 fois la taille de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Bien sûr, il y a eu des conséquences. Les personnes vivant en amont ont perdu la plupart de leurs fermes familiales car le gouvernement de la Colombie-Britannique a saisi des terres dans le cadre du projet.
Lorsque l'eau a commencé à monter, des témoins ont vu des animaux, ours, élans, tamias et écureuils s'enfuir. Pour répondre à la question que vous vous posez, non, il n'y avait pas d'autre solution. BC Hydro a déclaré que la fin de l'été était la période ayant le moins d'impact sur la faune, car elle se situe entre la période de nidification des oiseaux et celle de mise bas en hiver. Ainsi, en résumé, ça permet aux animaux de s'installer ailleurs sans subir trop de pertes. La compagnie a également déclaré qu'elle avait pris des mesures pour réduire l'impact sur la faune et la flore. Ces mesures comprenaient par exemple l'élimination de la végétation dans la zone du lac, ainsi que la construction de zones humides, d'habitats pour les poissons et de tanières pour les animaux sauvages. Je pense quand même que ça a dû être un stress énorme pour les animaux. Je veux dire, imaginez que vous soyez assis là, à vous occuper de vos affaires, quand soudain tout est inondé autour de vous. Vous n'avez que vos pattes pour vous enfuir. Mais l'inondation de la forêt n'a pas été le seul problème rencontré lors de la construction du site C. Le premier problème était la sécurité du barrage lui-même, construit sur du schiste instable dans une vallée sujette à des glissements de terrain. Cette question avait été débattue pendant des années. Le site C est situé dans une zone riche en failles, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. En 2017 et 2018, 10 000 séismes se sont produits dans la région, dont un qui a secoué le chantier de construction, obligeant les ouvriers à évacuer. On pourrait croire que construire un barrage à un tel endroit n'est pas très sûr, mais l'entreprise s'est efforcée de garder le secret. Elle s'est bien gardée de dire qu'un grand glissement de terrain, s'il se produisait près du barrage, pourrait l'endommager et causer son effondrement. De plus, le projet a connu des dépassements de coûts, des retards et de graves problèmes géotechniques, de sorte que son état général a été classé rouge. Ça signifiait que le projet était en grande difficulté. Finalement, il a même fallu modifier la conception du barrage. En 2010, la structure était représentée sous la forme d'un arc peu incurvé. Mais en 2014, le barrage a pris une forme différente, celle d'un L. D'ailleurs, apparemment, il s'agissait du premier projet de ce type au monde. L'un des bureaux d'études ayant participé à sa conception l'a décrit comme une solution unique et innovante pour stabiliser la structure. Espérons que ça signifie que le barrage ne s'effondrera pas à la suite d'un glissement de terrain ou d'un séisme. Espérons. Pendant que certains s'inquiètent de la sécurité, d'autres pensent que le barrage ne vaut même pas la peine d'être construit. En 2021, le nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique a annoncé que l'achèvement du barrage serait retardé d'1 an et que les coûts atteindraient 15,3 milliards d'euros. Un montant supérieur à l'estimation précédente de 10,3 milliards et presque 3 fois supérieur à l'estimation initiale de 6,3 milliards. Bien sûr, une telle augmentation des coûts ne pouvait pas passer inaperçue. Les opposants soulignent que les types d'énergie les moins chers sont l'énergie solaire et l'énergie éolienne. D'après eux, il est inutile de construire des structures aussi coûteuses. Mais il existe un autre point de vue. Selon lui, l'éolien et le solaire ne reviennent pas moins chers et ne sont pas plus efficaces que l'énergie hydroélectrique. Ses partisans suggèrent d'étudier ce qui a eu lieu dans d'autres pays comme l'Allemagne. Bien que l'Allemagne soit souvent félicitée pour son recours à l'énergie éolienne, elle brûle aussi beaucoup de charbon pour, en quelque sorte, combler les lacunes énergétiques lorsque l'éolien ne suffit pas. L'Allemagne a doublé sa production d'énergie renouvelable depuis 2009, mais pour autant, elle n'a pas réduit ses émissions de CO2. En outre, le vent et l'ensoleillement sont imprévisibles. Il suffit de mauvaises conditions météo et on ne dispose plus de la quantité d'énergie nécessaire à un usage courant. La meilleure source d'énergie est celle que la Colombie-Britannique possède déjà en abondance. Oui, je parle bien de l'énergie hydroélectrique, et la province en disposera pendant encore 100 ans une fois que le site C sera opérationnel. La station fonctionnera toute l'année et elle permettra de contrôler le débit dans les écluses. Ça signifie que la quantité d'énergie produite pourra être contrôlée. Les centrales éoliennes et solaires en sont incapables. Le site C est devenu l'un des principaux enjeux des élections de mai 2017 en Colombie-Britannique. À l'époque, le nouveau Parti démocratique avait promis que, s'il remportait les élections, il soumettrait le projet à un examen de la Commission de régulation de la Colombie-Britannique. Après sa victoire, le parti a effectivement soumis le projet à un examen. Le rapport final, publié le 1er novembre, indiquait que le projet était en retard, que son budget était dépassé et surtout que d'autres options existaient pour un coût de 8,4 milliards d'euros, voire moins.
La géothermie était l'une de ces alternatives. En effet, le Canada est le seul pays de la ceinture de feu du Pacifique à ne pas produire d'énergie géothermique à grande échelle. L'Association canadienne pour l'énergie géothermique affirme que cette énergie pourrait répondre aux besoins de la Colombie-Britannique à un coût inférieur à celui du site C et avec un impact moindre sur l'environnement. Ça semble prometteur. Le gouvernement de la Colombie-Britannique aurait dû vérifier si la production d'électricité à partir de telles sources était rentable, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a donné son feu vert à la construction du barrage. Le 11 décembre 2017, le Premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a annoncé « Nous sommes parvenus à la conclusion que, bien que le site C ne soit pas le projet idéal, il doit maintenant être mené à bien. » Ce, malgré les critiques des nombreux opposants au barrage. En mai 2016, un groupe de 250 éminents chercheurs canadiens a contacté le Premier ministre Justin Trudeau, lui demandant d'arrêter la construction et d'évaluer son impact sur les communautés autochtones. Il s'agissait d'éminents chercheurs et professeurs de tout le pays, l'élite du monde universitaire canadien. La Société royale du Canada a également soutenu leur appel. En outre, la construction du barrage a fait l'objet de plusieurs actions en justice de la part de propriétaires terriens et bien sûr des populations autochtones, tous opposés au remplissage du lac. Ils craignaient qu'en conséquence, les lieux de sépulture des populations autochtones, les territoires de chasse et de pêche traditionnels, les habitats de plus de 100 espèces menacées et certaines des terres les plus fertiles du Canada ne disparaissent. L'impact cumulé des barrages de Bennett, du canyon de la Paix et du site C transformera la rivière de la Paix en une série de lacs, détruisant le caractère culturel et écologique unique de la rivière de la Paix, rompant le lien physique, concret, culturel et spirituel que le peuple Prophet entretient avec la rivière et violant les droits issus des traités, peut-on lire dans le descriptif de l'action civile. En vertu du traité numéro 8, le Canada s'est engagé à protéger les droits des peuples autochtones à chasser, pêcher, poser des pièges et conserver leur mode de vie traditionnel sur son territoire. Cependant, la construction s'est poursuivie et les dommages infligés à ces populations pourraient s'élever à 960 millions d'euros. Comment ça s'est passé pour les autres barrages? Lorsque le barrage de Bennett a été construit, le lac de Williston en est né, ce qui a eu un impact sur l'environnement. Au début, cependant, on pensait que le lac serait bénéfique pour la nature, que de nouvelles forêts naîtraient, que ça favoriserait l'exploitation minière et que ça faciliterait la pêche et la chasse. Mais l'eau est montée plus vite que prévu, devenant un problème pour les animaux comme les élans. 12 500 élans sont morts lors du remplissage. Naturellement, compte tenu de ça, les remplissages suivants soulèvent des questions et de sérieuses inquiétudes. Le projet du site C a déjà entraîné l'expropriation la plus importante en 40 ans d'histoire de la réserve agricole de la Colombie-Britannique. Parmi les terres destinées à être inondées, 2601 hectares faisaient partie de cette réserve. Les pertes sont estimées à 541 hectares de terres actuellement cultivées et à 1183 hectares de terres destinés au pâturage. En fait, si on résume ce que je viens de dire, ça fait beaucoup de terre. Certains experts estiment que l'inondation des zones agricoles de la vallée de la rivière de la Paix est une mauvaise idée, car c'est la seule grande étendue de terre pour l'expansion de l'horticulture dans la province. À l'heure actuelle, la plupart des produits de la Colombie-Britannique proviennent de Californie, et la production locale renforcerait la sécurité alimentaire de la province. En plus de détruire les meilleures terres agricoles du Canada, le lac pourrait bien polluer l'habitat des poissons. Il risque d'être contaminé par le méthylmercure, ce qui les rendrait impropres à la consommation. Mais si tout le monde était totalement opposé au projet, pourquoi la construction a eu lieu? Il y a 3 raisons à ça, la première étant l'électricité. Malgré les coûts initiaux élevés et une certaine incertitude quant à la nécessité de la chose, le projet donnera pendant longtemps un gros coup de pouce à la fiabilité de la production énergétique, et à un prix qui profitera aux générations futures. Le nouveau barrage produira beaucoup moins de gaz à effet de serre que toute autre solution, à l'exception de l'énergie nucléaire. Mais le nucléaire est interdit en Colombie-Britannique. Le barrage du site C devrait permettre d'éviter l'émission de 30 à 70 tonnes de CO2. Et à chaque nouvelle décennie, le projet deviendra plus rentable car l'inflation rendra les alternatives plus coûteuses.
De plus, les besoins en électricité de la Colombie-Britannique augmenteront de près de 40% au cours des 20 prochaines années, simplement en raison d'une augmentation de la population de plus d'1 million de personnes. Enfin, la croissance économique aura également un impact, et l'augmentation de l'électrification et la popularité croissante des véhicules électriques stimuleront la demande. L'énergie produite suffira à alimenter 450 000 foyers ou 1,7 million de véhicules électriques par an en Colombie-Britannique. La deuxième raison est d'ordre économique. Le projet devrait créer des centaines d'emplois et il a été approuvé par les organismes de réglementation et de protection de l'environnement provinciaux et fédéraux. De nombreux habitants ont soutenu le projet en tant que future source d'emplois et d'investissement, dont des membres du corps législatif. La construction elle-même a été source d'opportunités pour les entreprises de toute taille. Elle contribuera à hauteur de 3,07 milliards d'euros au PIB de la province, dont 125 millions profiteront au PIB régional. Sans oublier les taxes. Pendant la construction, le site C devrait générer 38 millions d'euros de recettes fiscales locales. Si le projet était annulé, 4 500 travailleurs perdraient leur emploi. Ça causerait aussi une augmentation annuelle des tarifs d'électricité pour les ménages pour les 10 prochaines années. Les gens devraient payer 207 € de plus par an ou 17 € de plus par mois. Pas la meilleure des nouvelles. Enfin, la troisième raison de la construction réside de manière inattendue dans le gaz. Au Canada, il existe 7 projets d'exportation de gaz naturel liquéfié à différents stades de développement, ainsi qu'un projet d'infrastructure. Ensemble, ces projets représentent un investissement de 105 milliards d'euros pour une capacité de production de 50,3 millions de tonnes par an. En bref, c'est des projets de grande envergure. Ceux destinés à l'exportation sont situés en Colombie-Britannique et 4 usines de gaz naturel liquéfié ainsi que 2 installations d'importation de GNL desserviront le marché intérieur. Les exportations devraient commencer d'ici 2025. Les autres projets seront opérationnels entre 2027 et 2030. Il s'agit de gazoducs destinés à l'exportation. Comme vous pouvez le voir, ils sont situés non loin de notre barrage. C'est pas un hasard, car l'industrie du gaz a besoin d'électricité. De beaucoup d'électricité. L'un des principaux arguments du gouvernement de la Colombie-Britannique concernant le site C est que le barrage sera nécessaire pour fournir de l'énergie à l'industrie du gaz naturel liquéfié. Les installations liées au gaz naturel liquéfié augmenteront la demande. Pour vous donner une idée, une usine peut avoir besoin de 700 MW d'électricité pour faire fonctionner ces énormes compresseurs et 10 usines seront construites le long de la côte de la Colombie-Britannique. C'est aussi à ça que servira le site C. Le barrage fournira de l'énergie à cette nouvelle industrie d'exportation. Naturellement, personne ne dira non à une telle aide. La nouvelle du jour est que j'ai mangé un hot dog absolument délicieux à même pas 2 € et acheté en magasin. Utilisation intensive. Ainsi, malgré tous les problèmes, le projet du site C progresse et la mise en service du 2e générateur le prouve. Elle a eu lieu en décembre 2024 et pour être honnête, ça semble une bonne décision à l'approche de l'hiver car la demande va augmenter. Avec 2 unités désormais en service, BC Hydro sera mieux équipé pour assurer la stabilité de l'approvisionnement en électricité. Et c'est pas tout, car sur le chantier du barrage, le lancement d'autres unités de production se prépare. En ce moment même, on teste et on installe le 3e générateur sur un total de 6. Quand seront-ils tous opérationnels? A priori, d'ici l'hiver prochain. Quand les 6 générateurs seront opérationnels, ils auront une puissance totale de 1100 MW et ils produiront 5100 GWh d'électricité par an. Ce qui, au fait, permettra d'augmenter de 8% l'approvisionnement en électricité de la Colombie-Britannique. Bref, pour faire simple, personne n'aura froid. Déplacement d'ours. Comme je l'ai déjà dit, la vallée de la rivière de la Paix doit être inondée pour remplir le lac de barrage du site C. Selon BC Hydro, le niveau de la rivière a gagné entre 30 cm et 3 mètres par jour pendant 4 mois. De plus, sa largeur a été multipliée par 2 voire 3, détruisant des terres agricoles. Mais j'en ai déjà parlé. J'ai aussi mentionné les animaux qui y vivent, mais le plus gros problème, c'est la nécessité de déplacer de nombreux ours. Où?
Et comment? BC Hydro affirme avoir un plan, mais celui-ci suscite des inquiétudes. En effet, le plan consiste à attraper les ours, à les endormir et à les déplacer. La compagnie prévoit de fabriquer des tanières artificielles en paille pour que les animaux puissent y hiberner. Mais c'est pas si simple. Un tel déplacement peut être dangereux pour les animaux comme pour les personnes chargées du transport. De plus, on n'a jamais rien fait de tel auparavant et personne ne sait comment ça se passera. Le service qui doit s'en charger n'a pas mentionné le coût de cette opération de sauvetage des ours noirs et des grizzlies. Mais je pense que ça va coûter cher et qu'il faudra ajouter ça au budget du projet de barrage. Le plus triste, c'est que personne n'a demandé l'avis des ours, mais il était impossible de ne rien faire. En hiver, les ours hibernent dans des tanières isolées. Ces tanières pourraient se retrouver inondées avec les animaux encore à l'intérieur. Il était donc prévu de mettre les ours en sécurité à 25-30 km de là, mais la question de savoir comment les faire sortir de leur tanière reste ouverte. Heureusement, on sait comment les repérer dans la forêt dense. Les écologues ont prévu d'utiliser des hélicoptères. La mauvaise nouvelle pour les ours, c'est que toute une génération qui aurait dû naître et grandir dans les bois risque de ne pas survivre. Et personne ne peut dire si ce plan sera couronné de succès, ni combien d'ours seront blessés. Les peuples autochtones disent non. Lors de la construction du barrage du site C, il a fallu extraire une énorme quantité de terre. Et comme des peuples indigènes vivaient dans la région depuis toujours, on y a trouvé beaucoup de choses intéressantes. Que faire de ces artefacts? On pourrait par exemple ouvrir un musée et les y exposer. C'est exactement ce que BC Hydro prévoit de faire. Mais qu'en pensent les populations autochtones? Naturellement, elles s'y opposent. Bien que BC Hydro souhaite mettre en valeur le patrimoine culturel des peuples autochtones, ces derniers estiment que les artefacts devraient leur revenir, et que ces objets ne devraient pas finir dans des musées privés, car les peuples autochtones ont leur propre musée qui devrait les accueillir. De plus, vous vous souvenez qu'ils étaient contre le barrage, car il allait détruire leurs terres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils s'opposent aussi à la construction du musée, qui coûtera 96 millions d'euros. Mais je pense que BC Hydro fera ce qui lui plaira. Nouveau projet. Parlons un peu des aspects positifs des projets de BC Hydro, car l'entreprise semble vraiment faire des efforts. Le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé la sélection de 9 nouveaux projets énergétiques qui contribueront à fournir de l'électricité propre et abordable. Ces projets seront gérés par BC Hydro, ils sont tous axés sur la production d'énergie éolienne. Si tout se passe comme prévu, les nouvelles centrales produiront 5000 gigawattheures d'électricité par an, de quoi alimenter un demi-million de logements. En outre, ces nouvelles sources augmenteront l'approvisionnement total en électricité de BC Hydro de 8%, ce qui est une bonne nouvelle. Quant au coût, le volume des investissements privés dans ces nouveaux projets atteindra le chiffre incroyable de 4,8 à 5,8 milliards d'euros. Mais ces investissements sont justifiés. La demande d'électricité augmente, il faut bâtir une économie et ces nouveaux parcs éoliens y contribueront. Comment les peuples autochtones ont-ils réagi à cette nouvelle? Ma foi, pas très bien, mais ils ont réussi à trouver un accord. BC Hydro a collaboré avec leurs représentants dès le début de la procédure et une condition a été mise en place pour que les peuples autochtones détiennent au moins 25% des parts du projet. En fin de compte, dans 8 des 9 projets retenus, les peuples autochtones détiendront même une participation de 51%. Mais l'argent ne leur a pas été simplement remis. Dans ces nouveaux projets d'énergie renouvelable, les peuples autochtones investissent entre 2,4 et 2,9 milliards d'euros, soit la moitié du financement total. Ça me semble juste. Au fait, pourquoi des centrales éoliennes ? Eh bien, le coût de production de l'énergie éolienne a considérablement baissé ces 10 dernières années. Ces nouveaux projets confirment la tendance à la baisse des dépenses pour les sources d'énergie renouvelables, ce qui profitera à tout le monde. Maintenant, vous me devez un like. À plus.